qui suscite inquiétude à droite et colère à gauche. Alors que le projet de loi doit être présenté demain en Conseil des ministres, le président va dévoiler aujourd'hui les grandes lignes de ce chantier dont la mesure phare est, je vous le rappelle, la création de 3000 conseillers territoriaux qui doivent remplacer les 6000 conseillers généraux et régionaux actuels. On écoute tout de suite le chef de l'État. Philippe le Bel, Henri IV, tous nos rois n'eurent de cesse, pour asseoir leur souveraineté, de construire un État fort, centralisé, hostile aux féodalités et au fond à toute forme de pouvoir local, qu'il soit politique, économique ou intellectuel. Bien sûr, je ne saurais, Monsieur le maire, omettre de mentionner en ce lieu François Ier, bâtisseur de notre unité linguistique, puisque c'est lui, dit-on, chers habitants de Saint-Dizier, qui vous a donné votre nom de Bragard pour brave gars. Et quand on a des lettres, on n'hésite pas. Vos ancêtres héroïques qui résistèrent avec courage des mois durant aux armées de Charles Quint, c'était au XVIe siècle, mais aucun parmi vous n'a oublié cette page glorieuse de votre histoire. Ces monarques qui, dans un même élan, unifiaient notre pays, en consolidaient les frontières, le faisaient pour conforter l'autorité, pour susciter la crainte de nos voisins, pour accroître leur prestige. Ils le faisaient parfois de manière subtile, souvent de manière brutale, en particulier dans le domaine religieux, mais au terme des 8 siècles de la monarchie capétienne, ils avaient fait de la France un État indépendant et un pays conscient de son destin collectif. L'existence de la France est devenue irréversible après 8 siècles de monarchie capétienne. Loin de rompre avec le passé royal, la Révolution poursuivit au contraire l'œuvre de centralisation amorcée par la monarchie. C'est une caractéristique fréquente des révolutions que de porter au pouvoir des hommes forts qui exécutent promptement ce que le pouvoir précédent affaibli n'avait pas su faire pour se maintenir. Et dans leur empressement à asseoir cette fois la souveraineté de la nation, il fallait aux révolutionnaires la volonté d'abolir les privilèges des anciennes provinces et la volonté de mettre fin aux particularismes locaux. Ce fut l'objet des départements. Tout, dans la création des départements, devait signer la rupture avec ce qui restait de féodal, d'inégal et de singulier dans la France de l'Ancien Régime. Leur taille devait être comparable, à défaut d'être strictement égale. Leurs frontières devaient être géométriques plutôt qu'historiques. Et le nom de nos départements, géographique plutôt que culturel. Leur organisation, uniforme, jamais particulière. On sait qu'en pratique, la création des départements fut moins éloignée des réalités du terrain qu'on a longtemps voulu le dire. Les premiers conseils généraux avaient par ailleurs de larges pouvoirs et ils étaient élus. Et il faut reconnaître que le droit pour toutes les anciennes paroisses de se constituer en commune fut une avancée déterminante. Il n'en reste pas moins que l'esprit de centralisation et d'uniformité entretenu par la lutte fratricide des montagnards et des Girondins domina l'œuvre révolutionnaire. Voilà un point d'accord entre la monarchie et la Révolution. Tous deux étaient d'abord des centralisateurs. Et comme sous l'Ancien Régime, pendant la Révolution, on resta particulièrement soupçonneux à l'endroit des foyers possibles de résistance à l'autorité centrale, en particulier les villes extraverties, commerçantes ou maritimes, ouvertes à la circulation des hommes et des idées. Et c'est la raison pour laquelle on refusa de créer des villes-départements exclusivement urbains, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen ou Nantes. Déjà, on craignait la métropole. Pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle,
La centralisation et l'organisation uniforme du pays ne faiblirent pas. Elle répondait aux besoins du pays, aux exigences de sa modernisation, et elle pouvait se prévaloir de la double bénédiction que j'ai voulu démontrer ce matin, idéologique, de la monarchie et de la révolution. Je suis sûr que ça va en gêner ce que je dis. Pourtant c'est vrai. La double légitimité de la révolution et de la monarchie. Et à l'exception des libéraux et de certaines franges du courant royaliste, on ne manifestait guère d'enthousiasme à droite et encore moins à gauche, pour la liberté locale. On n'en voyait l'intérêt ni pour la démocratie ni pour le pays. On s'en méfiait même. On y voyait une forme de séparatisme et on la pensait au fond contraire à la construction révolutionnaire de la nation, une et indivisible. La crise fédéraliste avait laissé des traces profondes dans notre pays. Au début de la Troisième République, il y eut bien les deux grandes lois de 1871 sur le département et de 1884 sur la commune, d'inspiration libérale. Mais les responsabilités locales restèrent sous l'étroit contrôle de l'administration d'État et le souci de l'uniformité continua de prévaloir. Elle inspira ce beau texte de Joseph Joffo dans le sac de billes que cite Maurice Agulon en exergue de sa monographie sur la mairie dans les lieux de mémoire. Évoquant les Juifs chassés d'Europe centrale par les pogroms et arrivant en France, Joffo écrit « Et puis un jour, il franchissait une dernière frontière. Alors le ciel s'éclairait, la cohorte découvrait un village tout clair au toit rouge. Sur la maison la plus grande, il y avait une inscription « Liberté, égalité, fraternité ». Alors tous les fuyards posaient le baluchon ou lâchaient la charrette. Et la peur quittait leurs yeux, car ils savaient qu'ils étaient arrivés en France. Ainsi se présente la mairie idéale, universelle, républicaine, partout en France au début du XXe siècle. La loi de 1884 oblige les communes à se doter d'un hôtel de ville distinct du logement du maire, du secrétaire de mairie ou de l'instituteur, Monsieur le Président de l'Association des maires, cher Jacques Pélissard. Ce n'était pas encore le cas pour beaucoup d'entre elles. La loi fixe dans le détail les conditions dans lesquelles la commune peut louer l'édifice si elle ne peut l'acquérir. La loi fixe le mobilier dont l'hôtel de ville doit être pourvu, ainsi que les règles de cohabitation dans un même édifice de la mairie et de l'école. Déjà l'excès de réglementation. La France, encore majoritairement rurale, se couvrit alors de mairies, comme elle s'était couverte aux alentours de l'an 1000, d'églises. Il vint toutefois une époque où l'État fut considéré comme suffisamment solide et l'unification du pays suffisamment aboutie pour qu'une plus grande liberté fût donnée aux collectivités locales. À dire vrai, la décentralisation n'était pas dirigée contre l'État fort, mais contre l'excès de centralisation. Elle n'était pas dirigée contre l'unité nationale, mais contre l'asphyxie des énergies locales. On chercha un meilleur équilibre. Le département de la Haute-Marne, moins que tout autre, ne peut avoir oublié que c'est le général de Gaulle qui, le premier, eut l'intuition de la nécessaire transformation. Intuition qui lui fut fatale puisque ce fut le référendum d'avril 1969 où les Français refusèrent le fait régional. Mais le fait régional, il a d'abord été porté par le général de Gaulle. Ce n'est toutefois qu'en 1981, avec les grandes lois de décentralisation, que l'impulsion décisive fut donnée. À l'époque, le président de la République était François Mitterrand. La liberté locale devait améliorer la condition des citoyens, approfondir la démocratie. Ce fut le cas. Des pans entiers de la vie quotidienne de nos concitoyens furent mieux pris en charge. Écoles, routes, transports, équipements sportifs, solidarité. Dans tous les domaines économiques, sociaux, touristiques, culturels, l'initiative locale éclata, le fait régional s'affirma, le rééquilibrage économique du territoire s'accéléra. Ironie de l'histoire, c'est la gauche qui créa les outils de cette nouvelle organisation, mais c'est la droite qui, la première, les fit fonctionner. De même, c'est la droite qui a inscrit le principe de la République décentralisée dans la Constitution, érigé la région en collectivité territoriale constitutionnellement protégée, reconnu que la liberté locale implique l'autonomie financière, affirmé le principe de subsidiarité. Mais c'est la gauche
qui gouverne aujourd'hui la quasi-totalité des régions et une majorité des départements. À dire vrai, gauche et droite, depuis 3 décennies, mènent des politiques différentes qui suscitent des débats, c'est bien légitime, mais ni l'une ni l'autre n'ont remis en cause l'orientation fondamentale de la décentralisation. La décentralisation est devenue, comme la démocratie, un bien commun. Faire grief au gouvernement aujourd'hui de vouloir empêcher les collectivités locales, par les réformes qu'il prépare, d'exercer leur rôle de contre-pouvoir est un procès d'intention. Comme si la droite et la gauche n'avaient pas vocation, l'une comme l'autre, à diriger les collectivités locales, parfois dans la majorité, parfois dans l'opposition. Comme si l'enjeu de l'organisation territoriale de la République pouvait se contenter d'un débat aussi pauvre. Pourquoi ai-je voulu rappeler tout ceci? Parce que l'histoire de la France n'est pas une page blanche. Les identités locales, qu'elles soient communales, départementales, régionales, sont une réalité. La décentralisation est une conquête. Je respecte pleinement cet héritage, à la fois généreux et complexe dans notre histoire. Et c'est pour cela que j'ai voulu le rappeler devant vous ce matin. Tout comme je souscris sans réserve à l'importance des libertés locales pour l'équilibre des pouvoirs et pour ancrer dans les cœurs le goût de la liberté et le sens des responsabilités. Mais, mes chers amis, regardons la situation bien en face. Prétendre que les collectivités territoriales ne font face à aucune difficulté, qu'elles pourraient rester à l'écart de l'effort de modernisation du pays, qu'elles ne doivent pas, les collectivités territoriales, contribuer à la réduction de notre dépense publique et de nos déficits, alors que l'État s'endette, et donc la collectivité nationale, pour assurer leur équilibre financier, qu'elles peuvent continuer, indépendamment de tout transfert de compétences, à créer plus d'emplois publics que l'État n'en supprime, ce serait un déni de la réalité et une fuite devant nos responsabilités communes. Nos collectivités territoriales traversent une crise de croissance. La flamme de la décentralisation est récente, mais disons les choses comme elles sont. Dans l'enthousiasme général, on a empilé les structures, encouragé les initiatives, certes, multiplié les transferts de compétences, mais on n'a pas pris le temps de réfléchir à l'organisation générale de l'ensemble. Et on a laissé se créer un écheveau de complexité qu'il est aujourd'hui très difficile de dénouer. Les dépenses locales, entre 2003 et 2007, en dehors de tout transfert de compétences, elles ont augmenté de 40 milliards d'euros. Je ne dis pas que c'est négatif. Il y a toujours du positif. Je décris simplement un phénomène. 40 milliards d'euros de dépenses en plus. C'est 6 fois le budget de la justice, c'est 5 fois le budget de la recherche française. Bien sûr, les impôts locaux augmentent. Quant à la fonction publique territoriale, 36 000 nouveaux emplois publics en 2008. Il n'y a pas eu de transfert de compétences. 38 000 fonctionnaires en plus. Dans le même temps, l'État en supprime 35 000. Comment voulez-vous que notre pays puisse s'en sortir si on continue comme cela? Il ne s'agit pas d'accuser les uns, de vanter les autres, il s'agit de regarder. Nous sommes un pays qui a créé 1 million d'emplois de fonctionnaires depuis 1992. C'est le contribuable qui paye. C'est la compétitivité de l'économie française qui est en cause. Je pense que la population est légitimement exaspérée et qu'elle nous met dans le même bain, ou dans le même sac, ou dans la même catégorie. Multiplication des structures, complexité des circuits de décision, complexité des circuits de financement. Il faut maintenant des services pour comprendre où on doit demander les subventions. Moi, je pense que les élus sont épuisés, en particulier les maires, face aux doubles emplois, aux surenchères,
au saupoudrage, quand ce n'est pas purement et simplement du clientélisme, qui sont la conséquence de la confusion des compétences. Les femmes et les hommes de bonne volonté, et c'est l'immense majorité des élus, sont ulcérés. J'emploie des mots forts, mais je n'ai pas été élu pour décrire une réalité qui n'existe pas, mais pour regarder la situation telle qu'elle est. Et tout le monde le sait bien, même si on ne le dit pas. Tout le monde porte ce constat. La liste des rapports qui ont dressé le diagnostic que je viens de poser n'en finit pas. Rapport Mauroy, rapport Richard, rapport Pébreau, rapport Fouquet, rapport Lambert, rapport Attali, rapport de Jean-Luc Wartzmann, rapport Valtou, rapport Belot, rapport Dominique Perben, Jean-Patrick Courtois. Je les ai lus et j'en tire des conclusions. Le pire service, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le pire service que nous pourrions rendre à la décentralisation, ce serait de nous mettre un voile sur les yeux et de ne pas voir cette réalité. Les adversaires de la décentralisation, ce sont les partisans d'un immobilisme qui ignore cette complexité, cette exaspération et ces problèmes. Est-ce que notre organisation territoriale pose un problème? Moi, je ne suis pas l'homme des commissions oubliées et des rapports enterrés. Je suis là pour résoudre les problèmes du pays. Notre organisation territoriale pose un problème, nous le connaissons, nous devons l'affronter. Le comité transpartisan présidé par Édouard Balladur a tracé les lignes d'une réforme ambitieuse. Il n'est plus temps d'en parler, il est temps de la faire. Le premier pilier de la réforme sera la création du conseiller territorial. Un seul élu qui siégera au département et à la région. Un seul. Certains voulaient la suppression d'un échelon, ignorant que la France a une histoire. Pour les uns, ce devait être le département, trop petit. Pour les autres, ce devait être la région, pas de légitimité historique. Mais pourquoi un tel systématisme? Qui peut prétendre que le département bicentenaire n'a pas sa légitimité? Qui peut prétendre que la région, en moins de 3 décennies, n'a pas démontré les atouts formidables de développement qu'elle offrait? La solution, j'y ai beaucoup réfléchi et énormément travaillé. La solution, ce n'était pas la suppression de l'un ou l'autre, mais le rapprochement des deux. Telle est la profonde originalité de la réforme que le gouvernement vous propose. Il s'agit d'une simplification et d'une amélioration considérable. Mais ce n'est pas une solution simpliste. C'est une solution qui fait fi des querelles sans fin et sans issue entre les pro-départements et les pro-régions. Est-ce que vous croyez que j'allais livrer la France à un débat sans fin entre ceux qui sont pour les départements, en général parce qu'ils sont élus, et ceux qui sont pour les régions, en général parce qu'ils y sont? J'en ai vu assez peu qui étaient élus au département qui proposaient de garder la région. Chargé de son département et de sa région, et avec le solide bon sens qui caractérise les élus locaux, le conseiller territorial sera mieux à même d'organiser l'action de ces deux collectivités. Non pas sur le mode de la concurrence, enfin, mais sur le mode de la complémentarité. Il connaîtra, le conseiller territorial, le mode de fonctionnement des deux structures et les conditions techniques et financières de leur intervention. Les dépenses redondantes, les actions rivales seront supprimées, les projets cohérents, les économies d'échelle, les complémentarités systématiquement recherchées. Je suis heureux que l'on ait pu trouver un système qui permette une identité totale et pas simplement une identité partielle entre les élus des départements et les élus de la région. Pour tous les élus, le mandat sera par ailleurs plus intéressant et plus responsabilisant puisqu'ils auront en charge à la fois leur département et leur région. Certains prétendent que cette réforme signera la fin des régions en les plaçant sous l'autorité de conseillers élus dans un cadre cantonal.
sous-entendu un cadre étriqué, qui n'auront de cesse de privilégier les intérêts de leur canton, sous-entendu les intérêts particuliers. Je n'ai pas cette conception de la démocratie locale. Je fais confiance au sens de l'intérêt général des élus du peuple français. Le conseiller territorial, ce sera un élu légitime, responsable, chargé de représenter un territoire. Et je crois à la légitimité du cadre cantonal, même si il faudra conduire une refonte de la carte cantonale. Et je ne vois pas en quoi celui qui représente un territoire ne serait pas capable de concevoir une politique stratégique à l'échelle de sa région. Alors d'autres, à l'inverse, soutiennent que cette réforme signe la fin des départements. Entre deux critiques aussi contradictoires, je me dis qu'on a dû trouver le bon équilibre. Ce n'est ni la mort des régions, ni celle des départements, c'est l'émergence d'un pôle région-département doté d'un élu commun. Vraiment, plus je travaille, plus je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. En tout cas, pour ceux qui veulent changer les choses. J'ai été élu pour ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je ne veux évacuer aucun problème devant vous. Je veux les affronter franchement, parce qu'on le doit à la démocratie locale. La création du conseiller territorial va réduire de moitié le nombre d'élus locaux dans les régions et les départements. De 6 000, nous allons passer à 3 000, puisque ce sont les mêmes qui exerceront les deux fonctions. Je veux dire un mot de cette question. La réduction du nombre d'élus n'est ni un objectif en soi, ni un slogan d'estrade. Ce serait d'ailleurs peu respectueux du formidable travail de ces élus de terrain, corvéables à merci, et j'aimerais que les commentateurs si sévères mettent un peu de mesure dans le commentaire sur le travail des élus. Et je ne saurais trop d'ailleurs leur recommander, pour mieux connaître ce qu'ils commandent, de ne pas hésiter à se présenter aux élections. Ils verront que ce n'est pas si facile que ça. Mais si la réforme du conseiller territorial, mesdames et messieurs, permet une meilleure organisation à un moindre coût, ce n'est pas non plus une infamie. Disons les choses comme elles sont. Je ne fais pas de cet argument, je parle sous le contrôle de Brice Hortefeux, d'Alain Marleix et de Michel Mercier, je ne fais pas de cet argument de la réduction par moitié du nombre d'élus territoriaux un argument décisif, mais enfin, si ça devait permettre un moindre coût pour un bon fonctionnement de notre démocratie locale, je ne vois pas au nom de quoi nous devrions nous en excuser. Et que ceux qui veulent la multiplication des élus n'hésitent pas à le proposer au pays. J'attends sereinement la réponse. J'ajoute que c'est la réponse que le gouvernement apporte à la question du mandat unique. Je pense qu'on a toujours intérêt à avoir des élus qui peuvent avoir un mandat de terrain et un mandat national. Je préfère de beaucoup moins d'élus avec un mandat national et un mandat de terrain à une coupure totale entre ceux qui ont un mandat national et qui ne connaissent pas le terrain, ceux qui ont un mandat de terrain et qui ne connaissent pas le national. Voilà ma réponse à une question dont on parle depuis si longtemps dans notre pays. Pour la majorité d'entre eux, les conseillers territoriaux seront élus dans le cadre d'un canton. Et je crois au canton et je crois à la légitimité historique du canton. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Encore une économie. C'est un choix que nous avons fait avec François Fillon, avec Brice Hortefeux, Alain Marleix et Michel Mercier. Je l'assume. Je l'assume. L'élection du conseiller territorial doit d'abord rester la rencontre personnelle d'une femme, d'un homme avec les électeurs d'un territoire. C'est notre ADN politique. Je tiens au scrutin uninominal. Je n'ai jamais été favorable au scrutin qui valorise uniquement des listes anonymes, en grande partie composées d'apparatchiks politiques, qui oublient de rendre des comptes à leurs électeurs une fois le scrutin passé. Par ailleurs, il est indispensable que le conseiller territorial ait un ancrage territorial, qu'il représente une population, un territoire, en particulier dans les zones rurales.
dont l'identité ne se réduit pas à l'importance ou au nombre de leur population. Si j'avais supprimé le canton, proposé de supprimer le canton, cela veut dire qu'on ne tenait pas compte de l'identité de la ruralité. Tout le monde n'est pas élu des villes. En même temps, le pluralisme des idées politiques justifie que l'on réserve une place aux différents courants de pensée, fussent-ils minoritaires, dans les conseils généraux et régionaux. C'est ce que nous proposons en attribuant une partie des sièges à la proportionnelle au plus fort reste, en fonction des résultats obtenus dans le cadre du scrutin uninominal. Bien sûr, toutes les mesures seront prises pour atteindre l'objectif de la parité. Le mode de scrutin sera simple. L'électeur votera pour le candidat de son choix dans son canton. Si celui-ci arrive en tête, il sera élu. S'il n'arrive pas en tête, la voix de l'électeur est prise en compte pour l'attribution des sièges à la proportionnelle à l'échelon départemental. 20% des sièges seront ainsi répartis à la proportionnelle. C'est démocratique. Et pour notre démocratie locale, tous les courants d'idées seront représentés. C'est un scrutin démocratique, inspiré d'une proposition de Léon Blum en 1926, reprise en 1972 dans le programme du Parti socialiste. J'espère que l'opposition aura la même mémoire que moi. J'entends dire que la création du conseiller territorial aurait pour seul objectif de permettre à la majorité de remettre la main sur les collectivités locales qu'elle aurait perdues lors des dernières élections. Cette critique n'est pas sérieuse puisque la première élection des conseillers territoriaux aura lieu en 2014. Nul ne sait ce que sera alors le paysage politique de la France. Nous avons voulu qu'entre le moment où on vote la réforme et le moment où elle s'applique, qu'il y ait un temps de latence pour que chacun puisse s'organiser. C'est normal. Deuxième pilier de la réforme, la question des compétences. Je mets au défi quiconque dans cette salle de me trouver une seule personne, un seul élu qui n'a pas dénoncé un jour ou l'autre l'enchevêtrement des compétences des collectivités locales. Un seul. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on va le trouver, j'espère. Mais je mets au défi quiconque de trouver un gouvernement, une majorité, un parti politique qui n'a pas annoncé une clarification des compétences, la création de blocs et autres formules du même genre. Tous, nous l'avons fait. Aucun ne l'a tenu. C'est un classique de toutes les élections, de tous les programmes, de tous les projets. C'est un classique aussi des promesses non tenues. Enseignement, culture, sport, action sociale, médico-sociale, aménagement du territoire, environnement, transport, voirie, développement économique, dans tous ces domaines, tous les niveaux de collectivité interviennent, sans compter l'État et souvent l'Europe. Notre pays, je pèse mes mots, ne peut pas continuer ainsi. C'est un déni de démocratie que de ne pas permettre aux électeurs de savoir qui fait quoi, qui dépense quoi, qui est responsable de quoi, ni aux élus d'être jugés sur des politiques dont ils ont réellement la maîtrise. Et quand tout le monde s'occupe de tout, soit personne ne s'occupe de rien, soit on gaspille par une logique de concurrence, de saupoudrage et de guichet. 20 milliards d'euros, c'est la somme que les régions et les départements consacrent chaque année à un périmètre d'action sur lesquels les deux interviennent. C'est autant que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est pas un enjeu mineur. La seule manière de mettre un terme aux redondances, à la complexité des financements croisés, à la surenchère, c'est de définir clairement les compétences de chaque collectivité et, je pèse mes mots encore, d'interdire à toute collectivité d'exercer une compétence attribuée à une autre. Il faut en même temps supprimer la clause de compétence générale, faute de quoi tout ce travail ne servirait à rien. On ne peut pas d'un côté dire il ne faut pas supprimer le département ou il ne faut pas supprimer la région et en même temps tout le monde continue à pouvoir tout faire. Voilà l'état du dossier. On ne supprime pas le département, on ne supprime pas la région. Tout le monde veut la compétence générale, commune, département, région, agglo, État, Europe. C'est le bon sens
qui nous commande d'agir. Il n'y a pas un seul Français qui puisse ne pas comprendre qu'il faut mettre de l'ordre et de l'organisation dans cet écheveau qui est devenu immaîtrisable. Alors cela n'exclut pas des exceptions. Pour conserver par exemple le rôle indispensable des départements dans la solidarité avec les communes rurales, pour préserver des compétences utilement partagées comme le tourisme ou la culture, ou pour parer les situations pour lesquelles la loi serait silencieuse. Un droit d'initiative du département et de la région pourrait alors être utilement reconnu. Soyons pragmatiques. Bien sûr, et je m'engage, à mon sens, les communes doivent conserver la clause de compétence générale. Elles sont l'échelon de proximité, celui qui est en première ligne face à l'imprévu. Au fond, il y aurait la commune qui garde sa clause de compétence générale, l'État, bien sûr, qui garde sa clause de compétence générale, et entre les deux, départements et régions rapprochés parce que c'est le même élu, qui auront des compétences définies. Le projet de loi sera discuté au Parlement à compter de la mi-décembre. Il fixera les principes selon lesquels les compétences des collectivités locales devront à l'avenir être organisées. Une loi ultérieure viendra en décliner la mise en œuvre dans un délai d'1 an. Jean-Patrick Courtois et Dominique Perben sont bien au clair là-dessus. Il s'agit, on fera dans la loi à mi-décembre les grands principes, la structure. Et pour définir les compétences, on renvoie à une loi qui définira les compétences précisément de chaque niveau. Alors, je voudrais dire un mot de l'intercommunalité. Et je voudrais en parler clairement. Et là aussi, ne pas me cacher derrière des discours verbeux, pleins d'idées généreuses et générales qui ne correspondent à aucune réalité. On se félicite partout du succès de la fameuse loi Chevènement de 1999, qui a permis de couvrir 90% du territoire en structure intercommunale à fiscalité propre. Pour les petites communes, notamment rurales, je n'ai aucun doute, c'était indispensable. Mais on se presse également de colloque en colloque pour dire que l'intercommunalité est la solution française à l'émiettement des communes. Très bien. Mais enfin, 36 600 communes, n'y touchons pas. 15 900 syndicats communaux, 2 600 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et 371 pays. À la bourse aux idées, allons-y. Y a-t-il encore des initiatives? On est passé d'un émiettement à un autre. Je note aussi, c'est pas pour être désagréable que je dis ça, mais c'est pour qu'on regarde les problèmes tels qu'ils sont, que depuis 10 ans, les effectifs des établissements de coopération à fiscalité propre ont augmenté de 64%, pendant que ceux des communes continuaient à augmenter de 3% en dehors de tout transfert de compétences. Donc, 64% de fonctionnaires en plus aux établissements de coopération à fiscalité propre, ça n'a fait faire aucune économie en termes de fonctionnaires aux communes qui ont elles aussi augmenté. Les économies d'échelle annoncées ne sont pas au rendez-vous, bien au contraire. Alors il y a certes de très bonnes choses dans l'intercommunalité, mais nous savons tous qu'il y a trop de structures intercommunales, qu'elles alourdissent le travail des élus et que certaines ne servent guère à simplifier la gestion municipale. Ce que nous proposons, avec Brice Hortefeux et Alain Marlex, qui ont fait un formidable travail sur l'intercommunalité, c'est l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité. Achèvement pour que toutes les communes soient rattachées à un établissement de coopération à fiscalité propre, assorti de mesures techniques qui simplifient et encouragent la mise en commun des moyens et des services. Rationalisation pour supprimer les syndicats inutiles. C'est notre devoir. C'est la compétitivité de notre pays. Réduire le nombre des structures, rendre les périmètres plus cohérents et faciliter ainsi la tâche des élus. Écoutez, 3, 4 structures de coopération par commune, contre parfois 10 ou 15 actuellement, pour une commune de taille moyenne, 3 ou 4, cela devrait être un maximum. Je souhaite que la loi interdise aux régions et aux départements
d'obliger les communes à adhérer à certains syndicats pour bénéficier de leur aide. Maintenant, on les oblige à adhérer à des syndicats, sinon ils n'ont pas droit à l'aide. C'est extravagant. Extravagant. Les actions de coopération des régions et des départements doivent s'inscrire dans les structures existantes. Et nous proposons de supprimer les pays qui sont une feuille de plus dans les fameux millefeuilles et qui ont entraîné eux aussi de nouvelles structures, de nouveaux moyens, de nouveaux postes de fonctionnaires. Les projets qu'ils mettent en œuvre peuvent trouver leur place dans les structures classiques de l'intercommunalité. L'importance prise par l'intercommunalité, une fois et demie le budget des régions. L'intercommunalité, une fois et demie le budget des régions, justifie que les sièges de conseillers communautaires soient davantage répartis en fonction de la démographie des communes membres, sans qu'aucune commune ne soit privée d'au moins un représentant et sans que la commune principale puisse avoir plus de la moitié des sièges. Elle justifie également que les conseillers communautaires soient élus au suffrage universel direct. C'est le but du fléchage qui permettra aux électeurs lors des élections municipales de savoir à l'avance quels seront les élus qui siégeront au conseil communautaire. Moi, je ne souhaite pas que les intercommunalités procèdent d'une élection distincte de l'élection municipale. C'eût été condamner les communes en les dépossédant de leur légitimité politique. À cette occasion, le seuil du scrutin de liste pour les municipales sera abaissé de 3 500 à 500 habitants. Grâce à cela, la parité va devenir obligatoire dans un nombre beaucoup plus important de communes, faisant entrer potentiellement 100 000 femmes de plus dans les conseils municipaux. On en a bien besoin. Vous avez noté la timidité des applaudissements dus exclusivement à la population féminine dans la salle. Enfin, mesdames, nous le ferons malgré tout. Enfin, nous abrégerons la loi Marcellin sur les fusions de communes qui n'a pas marché. En échange, les communes qui souhaiteront fusionner seront encouragées à le faire par une incitation financière pérenne et des modalités de fusion simplifiées. Ce sera la commune nouvelle. Mesdames et messieurs, nous avons un autre défi à relever, et je voudrais en terminer par là, c'est celui de l'adaptation de nos territoires aux réalités de la mondialisation et de l'économie contemporaine. Ce n'est pas si simple. Il faut donc supprimer la taxe professionnelle. C'est une réforme urgente sur laquelle je ne céderai pas. Bien sûr, il eût été beaucoup plus simple d'attendre. Faire la réforme institutionnelle d'abord, on adore ça. Et la fiscalité locale ensuite, ou l'inverse. Mais la compétitivité de notre économie ne peut pas attendre. Depuis 35 ans, nous vivons avec un système absurde, un système unique en Europe qui surtaxe l'investissement, un système qui pousse les entreprises à se délocaliser, un système qui détruit les emplois industriels. C'est très simple, mesdames et messieurs. 500 000 emplois industriels détruits en France depuis 15 ans. 1,5 million. Sur une population active de 21 millions de salariés. Est-ce qu'on peut continuer comme cela? Voici le beau bilan de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle sera donc supprimée, 6 milliards d'euros qui seront durablement rendus à l'investissement, à l'emploi, à la production industrielle, à la compétitivité de nos entreprises. Quand j'ai fait ma campagne présidentielle, partout où j'ai été, on me disait notre premier problème, ce sont les délocalisations. Il faut arrêter de saigner la France, me disait-on. Si vous êtes président, qu'est-ce que vous ferez? Quelle est la réponse à cette question? Supprimer les impôts qui encouragent la délocalisation. Je le dis au président de l'association des maires, qui est mon ami. Les usines, ça se délocalise. Les communes, non. Les collectivités territoriales, non. Je le dis aux élus qui sont ici, réfléchissez. Le jour où toutes les usines, où toutes les entreprises auront quitté notre territoire pour aller produire ailleurs, quelle sera la base de votre taxe professionnelle? Quelle sera la recette de votre taxe professionnelle? Ne croyez pas, mesdames et messieurs, que le choix est entre garder ce que vous avez et la réforme que nous proposons. Parce que le mouvement inéluctable de délocalisation, si on continue comme cela,
fera que la taxe professionnelle, vous la garderez, qu'elle deviendra un impôt virtuel parce qu'elle ne s'appliquera plus à aucune usine sur le territoire français. Tant que je serai président de la République, je me battrai pour que la France reste une terre de production, de création de richesses, avec des usines et avec des emplois pour vos enfants et pour vous-même. Et pour cela, il faut supprimer la taxe professionnelle. Alors nous allons moderniser en profondeur notre fiscalité locale. S'agissant des bases d'imposition, leur actualisation est demandée depuis des années par les collectivités territoriales. Moi-même, ministre du Budget, jeune ministre du Budget en 1993, j'avais travaillé feu le projet de mon prédécesseur Michel Charasse de 1991, qui avait été remis dans le tiroir avant même d'avoir été sorti. J'essaie d'être cohérent, j'essaie d'être juste, j'essaie de résoudre les problèmes comme ils se présentent, pas de biaiser avec eux, ni de jouer. Avant la fin de l'année, les marges de manœuvre pour actualiser les valeurs locatives cadastrales seront proposées aux élus. Le sujet est gelé depuis 30 ans. Vous savez comment ça se passe, hein, les élus qui sont ici. En vérité, il y a 3 multiplications. Les taux que vous votez, le taux de l'impôt, l'actualisation indiciaire votée par le Parlement, messieurs les présidents, chaque année, et les bases, la valeur, qui n'a pas été réévaluée depuis 30 ans. Est-ce qu'on peut continuer comme cela? Alors j'ai proposé un système que les évaluations soient engagées à chaque fois qu'un local change de propriétaire ou de locataire, pour faire les choses en douceur et les lisser sur un certain nombre d'années. Nous sommes en train de travailler sur cette solution, mais j'annonce cela aux élus, c'est une marge de manœuvre importante pour eux. La compensation de la suppression de la taxe professionnelle. Le gouvernement a essayé d'affecter un impôt par niveau de collectivité, comme tout le monde le demande depuis des années. Moi le premier. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et que ce projet a suscité des inquiétudes. Nous les avons entendues, nous travaillons donc avec le Parlement sur une nouvelle proposition, dans le respect de l'autonomie financière des collectivités locales. Je n'ai aucun doute, nous trouverons une solution, puisque nous sommes d'accord sur les objectifs et sur la force des enjeux. Il y a 2 impératifs absolus. Maintenir un lien entre les entreprises et les territoires, c'est le but de la création de la contribution économique territoriale, empêcher résolument au travers de cette nouvelle contribution de recréer un impôt qui hypothéquerait l'avenir industriel de la France. Le gouvernement, par ailleurs, s'est engagé à ce qu'aucune collectivité locale ne voie ses ressources diminuer du fait de la suppression de la taxe professionnelle, ni en 2010, ni au-delà. Mais, mesdames et messieurs les élus, ne pensez pas une minute qu'on pourra résoudre la question angoissante des déficits de la France en mettant de côté les collectivités territoriales. Le rendez-vous nous attend tous. Je m'étais engagé dans ma campagne présidentielle à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Je tiens cette promesse. Mais si en même temps qu'on supprime des emplois au niveau de la fonction publique d'État, on en crée autant, voire plus, au niveau de la fonction publique territoriale, pour la compétitivité de notre pays, on n'aura rien fait. Rien. Il faut quand même voir ça. C'est pas pour être désagréable que de dire ça, mais quel que soit le niveau où on se trouve, on est concerné par la compétitivité de la France. Enfin, il faut reconnaître le fait métropolitain. Cher François, tout le monde convient que dans l'économie de l'innovation, les métropoles sont le cadre pertinent du développement économique, celui qui tire la croissance de tous les pays du monde, mais en tête de liste des différents classements des villes européennes ou mondiales, seuls Paris et Lyon parviennent, et encore, à se faire une place. Jamais aucune autre ville française ne figure en tête, alors que de nombreux pays européens comptent plusieurs métropoles en tête de classement. Faute d'avoir une existence politique, nos grandes villes n'ont pas de visibilité internationale et leur dialogue avec les acteurs de l'économie mondiale est le fait de trop d'interlocuteurs là où il n'en faudrait qu'un. Pire encore, 70% de la richesse européenne est produite sur une courbe qui va de Londres à Rome en traversant l'axe rhénan. La France se situe à l'ouest, ou bien elle s'en satisfait, ou bien elle se donne, la France, les moyens
de jouer sa partition. L'économie mondialisée recherche des acteurs et des projets. Notre organisation territoriale repose sur des institutions et des procédures. Des acteurs et des projets, pas des institutions et des procédures ou des statuts. La mondialisation valorise quoi? Les pôles, les réseaux. Notre organisation s'appuie sur quoi? Les circonscriptions et les frontières. Voilà tout le problème. Mais moi, je me sens profondément français et attaché à notre pays, mais je veux voir les handicaps de notre pays pour les résoudre. Ce n'est pas une question de critiquer notre pays, c'est une question de l'inscrire dans la modernité pour qu'on puisse créer davantage d'emplois. Vu de n'importe quel endroit du monde, les frontières administratives du Calvados, de l'Orne ou de la Seine-Maritime n'ont pas de sens. Pas davantage que celles de la Haute et de la Basse-Normandie. Créé parce qu'il y avait deux champions politiques, comme chacun le sait bien. Mais une zone cohérente de développement qui n'épuise pas bien sûr la question du Grand Paris, qui irait de Paris au Havre, avec un débouché maritime, des infrastructures de transport, des pôles de recherche, de formation, d'intelligence, des services administratifs, informatiques, financiers de très haut niveau, une qualité de vie exemplaire fondée sur le développement durable et des entreprises de toute taille qui se développent mieux parce qu'elles ont une synergie constante. Voilà qui commence à être intéressant pour un investisseur, qui met les territoires en compétition à l'échelle mondiale. Et voilà qui, au surplus, est exaltant pour tous ceux qui se disent que notre pays a un avenir et qu'il a encore des choses à dire au monde. Notre pays, la France n'est pas une nostalgie. Pendant 2 siècles, on a pensé le territoire en regardant vers l'intérieur. Il faut maintenant le penser en regardant vers l'extérieur. Voilà la clé. Prendre la mesure des nouveaux flux de circulation en Europe, permettre à nos grandes villes de jouer dans la cour des grands en articulant leur rôle avec celui de leurs rivales, dont certaines en Europe peuvent devenir des partenaires. C'est le projet des métropoles. Les métropoles seront créées sur le principe du volontariat, c'est-à-dire de la liberté. Les désigner de manière autoritaire et centralisée depuis Paris, ce serait évidemment organiser l'échec. La démarche doit reposer sur des acteurs locaux qui veulent s'unir pour mettre en œuvre un projet de développement commun. Selon leurs besoins et leurs projets, elles pourront donc choisir entre 2 statuts. Et c'est encore la liberté qui prévaudra. Il y aura des métropoles d'un seul tenant, qui pourront exercer sur leur territoire une grande partie des compétences du département et de la région sur la base d'une convention de transfert avec ces 2 collectivités. Enfin, écoutez, Paris, commune et département. Ces transferts de compétences pourront porter sur les collèges, les lycées, sur l'action sociale, pour les métropoles qui souhaitent mener une politique de cohésion sociale en leur sein, ainsi que sur le développement économique. La fiscalité locale et les dotations, autres instruments de compétitivité économique, seront unifiés à l'échelle de la métropole. Ce sera la métropole intégrée. À ce stade, ce statut sera ouvert aux aires urbaines de plus de 450 000 habitants, 8 métropoles potentielles. Même si pour ma part, je n'aime pas beaucoup qu'on soit esclave des seuils. On peut être une très grande ville et être endormi. On peut être une ville un peu moins grande et avoir énormément de dynamisme. Si des villes, Monsieur le maire, comme Orléans, comme Grenoble, dès lors qu'elles ont une population significative, veulent se transformer en métropole, c'est un plus pour la France, il faudra les y encourager. Tout comme il aurait été absurde, en fixant le seuil à 500 000, d'écarter Strasbourg, ville capitale, ville frontière, alors que tout en elle aspire à relever les défis de la modernité. Mais il y aura aussi un deuxième type de métropole, les métropoles dites multipolaires. L'enjeu est de permettre à des villes, pas nécessairement limitrophes, non pas de gérer un territoire en commun dans toutes ses dimensions, mais de mutualiser des moyens et des compétences pour le développement économique et l'attractivité du territoire. C'est par exemple le projet Nancy, Metz, Thionville, Épinal, de mutualiser ce qu'elles ont de meilleur, universités, cher Gérard Longuet, laboratoires, infrastructures, services. Pourquoi faire? Pour peser dans la compétition européenne, parce qu'ils sont aux frontières de l'Allemagne ou du Luxembourg. C'est la métropole en réseau. Dans les 2 cas, l'État transférera aux métropoles qui le souhaiteront l'aménagement et la gestion de certains grands équipements,
et de certaines grandes infrastructures. Et nous allons confier à la DATAR, et d'ailleurs la DATAR va reprendre son nom, parce que ce nom c'est une marque de fabrique d'une grande ambition qui a gardé toute son actualité, le soin de coordonner ces initiatives par des incitations et la diffusion des compétences acquises. Mes chers amis, il y a 2 ans et demi, nous avions pris 3 engagements devant les Français. Le premier, c'est que nous ferions les réformes trop longtemps différées. Ces réformes, nous les faisons. Et je veux que vous compreniez bien une chose. Si j'avais dû arrêter les réformes à chaque fois que quelqu'un n'est pas content en France, c'est pas que je les aurais pas commencées, c'est que je les aurais même pas imaginées. Le deuxième, c'est que devant les réformes difficiles, il n'y aurait pas de dérobade. 9 mois de conflit dans les universités l'an passé, l'autonomie des universités est une réalité pour 51 universités françaises. Tant mieux pour elles. Il n'y a pas une université dans le monde qui n'ait réussi sans l'autonomie. Le troisième, c'est que nous accepterions de nous corriger lorsque nous nous serions trompés. C'est pour ça que j'ai demandé à Luc Châtel, que je remercie encore, d'avoir repris, et de quelle façon, la réforme des lycées. Sur tous les sujets, il y aura des débats. Il y a des débats. Oui, avec la majorité, mais c'est normal. Avec l'opposition, mais c'est mon devoir. Avec les partenaires sociaux, avec les associations d'élus. Et le gouvernement corrigera, amendera, approfondira ces projets. Je fais toute confiance à Brice Hortefeux, Alain Marlex et Michel Mercier. Sur la taxe professionnelle, le Parlement est au travail. Sur la réforme territoriale, il y aura des discussions et certainement des compromis. Mais que les choses soient claires. Du statu quo, de l'immobilisme, il n'y en aura pas. Tout ce qui se fait depuis 2007, au fond, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, n'a qu'une seule ambition, qu'un seul objectif, remettre la France sur la voie de la croissance, de la prospérité, pour qu'elle retrouve toute sa place dans le concert des nations, qu'elle reste un pays libre, que la France soit actrice de son propre destin et non pas spectatrice de celui des autres, que la France soit une terre d'espérance et de progrès pour ceux qui y vivent, qu'un département comme le vôtre ait un avenir et ne se retrouve pas condamné à cultiver une espèce de nostalgie, regrettant le temps d'avant, alors qu'il faut préparer le temps d'après. C'est pourquoi la réforme territoriale est indispensable, et je m'y engagerai totalement. J'ai conscience que celle que nous proposons, qui doit beaucoup aux travaux de M. Balladur et à l'action de Dominique Perben et de Jean-Patrick Courtois, je crois beaucoup à cette réforme. Oui, elle est ambitieuse. Ah quitte à faire une réforme, autant faire une réforme intéressante, plutôt qu'une moitié de réforme. Vous croyez que c'est plus facile? C'est plus compliqué, parce qu'on a tous les inconvénients de la réforme sans aucun des avantages. Oui, elle ne met de côté aucun tabou. Je n'ai pas été élu pour ça. Oui, elle aborde toutes les questions, notamment les plus difficiles. Oui, on cumule les difficultés avec la réforme de la taxe professionnelle et la réforme de l'organisation territoriale. Mais qu'est-ce qu'on me propose? D'attendre encore des dizaines et des centaines de délocalisations pour agir? Vous ne croyez pas qu'on a attendu depuis suffisamment longtemps dans notre pays? Et pourquoi ai-je été élu? Et pourquoi on a voulu un président différent? Si ce n'est parce qu'on avait la claire conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. Et que si on continuait comme avant, on se condamnait. Parce qu'il y a un moment où il y a des rendez-vous. Alors cette réforme repose sur une vision, l'évolution de notre organisation territoriale en 2 coupes complémentaires, au fond. Commune, intercommunalité, d'une part, département, région, d'autre part. Et puis, à côté, non pas à la place, mais en parallèle, pour des raisons d'aménagement du territoire et selon une logique de projet plutôt que de structure, un réseau de métropoles pour relever le défi de la mondialisation. On sera organisé commune, communauté de communes, région, département et métropole pour bénéficier de la croissance mondiale. Cette réforme ne tourne pas le dos à la décentralisation, au contraire, elle stimule l'initiative et les énergies locales, elle renforce les libertés locales. Celle dont Tocqueville disait que ces énergies locales, ces libertés locales, c'est la force des peuples libres.
face à un gouvernement qui s'engage, je vous demande de nous soutenir. Au fond, je me prends à imaginer qu'il pourrait se passer en France cette chose extraordinaire qu'on observe actuellement aux États-Unis avec cette sénatrice républicaine qui vient de voter avec le camp démocrate la réforme du système de santé voulue par le président Obama. Pour justifier son vote, cette femme a eu cette formule. Quand l'histoire appelle, l'histoire appelle. C'est une belle formule. Il y a 30 ans, beaucoup d'élus de l'opposition de l'époque ont regretté, et c'était une erreur, de ne pas avoir voté les lois historiques de 1982 sur la décentralisation. C'était une erreur. Puissent aujourd'hui les élus de l'opposition comprendre que la réforme territoriale qui se prépare est un rendez-vous historique pour la décentralisation. Tel est l'espoir, telle est l'utopie, la suite le dira, que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie de votre attention.